Bonsoir, merci d'être venu jusqu'à nous ce soir et merci beaucoup à l'association turquoise d'organiser cette soirée, de nous inviter. J'ai l'honneur de commencer à parler, mais bon, je suis un petit peu stressée, mais ça va redescendre. Moi, j'ai travaillé avec ce livre sur les artistes, les peintres turcs qui sont venus à Paris après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont pris part à ce qu'on a appelé la nouvelle ou la seconde école de Paris. Donc c'est une période que l'on date donc tout de suite après la guerre de 1945 jusqu'à la moitié des années 1960. Et c'est la première fois que des artistes turcs s'installent de façon pérenne à Paris. Donc évidemment, dans le passé, dès le 19e, de nombreux artistes turcs viennent à Paris pour apprendre auprès des maîtres dans les académies parisiennes, mais ils repartent ensuite en Turquie. Et cette génération, donc, qui est née en 1900 pour Farenissa Zeid, qui est la plus âgée, et 1931 pour le plus jeune, qui est Albert Bitran, ils sont arrivés à Paris alors le premier, c'est Fikret Mualla, qui est peut-être l'un des plus connus de cette génération. Et le dernier, il me semble que c'est Albert Bitran en 56-57. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que dès qu'ils commencent à exposer à Paris, ils sont remarqués par la critique qui était toute puissante à l'époque, et ils exposent dans les salons, parce que c'est ça qui marque la période artistique. C'est les expositions dans les salons et la participation aussi aux expositions de l'école de Paris, donc des galeries importantes, mais aussi défendues par la critique. Ils se démarquent vraiment des autres, parce que la seconde école de Paris est caractérisée par son côté vraiment international. C'est la première fois où une capitale, donc Paris, accueille des artistes venus du monde entier, mais vraiment du monde entier, sans distinction d'âge, ni même de médium. Donc ce sont aussi bien des sculpteurs que des peintres. On ne parle pas encore vraiment de photographie, mais c'est fascinant de voir cette émulation entre eux. Et puis surtout, il fallait faire un choix. Est-ce que la modernité après la guerre, c'est l'abstraction ou est-ce que c'est la figuration ? Et donc, certains de ces artistes choisissent la figuration, donc comme Fikret Mualla, qui ne tombera jamais dans l'abstraction, et d'autres qui sont tout de suite abstraits. Je pense à Mubin, par exemple, ou d'autres. Voilà. Mais ce sont des figures aussi de l'intelligentsia turque en France, parce qu'ils se font les relais de ce qu'il se passe aussi en Turquie. Je pense à Abidine, qui a été vraiment un artiste et puis même une personnalité très très importante à Paris après-guerre, parce que il était très connu, et puis il n'a pas seulement été peintre, il a été aussi écrivain, dessinateur, il était proche des artistes, des poètes en France et en Turquie, des intellectuels français et turcs. On y reviendra tout à l'heure, mais je vais passer le micro à Timur. Merci. Je veux également remercier l'association de nous inviter ce soir, les Turquoises, qui ont tenu le coup longtemps, parce que cette invitation date du début du Covid, donc voilà, ils n'ont pas lâché. C'est très, très gentil, merci. Alors effectivement, c'est très bien d'avoir mis les peintres et les écrivains ensemble, parce qu'il y a une interaction quand même assez puissante entre les écrivains turcs de passage ou résidents. Ils restent moins longtemps que les peintres en général, mais quand même, tout le XXe siècle, déjà une partie du XIXe et tout le XXe siècle, va voir défiler tous les écrivains turcs, et les intellectuels turcs, les étudiants, les futurs hommes d'État. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant de voir que tout le monde vient à Paris, beaucoup plus que dans d'autres villes, beaucoup plus qu'en Allemagne ou en Angleterre, c'est beaucoup plus marginal. Donc c'est Paris qui centralise leur désir de grande ville d'Occident. Alors la langue, bien sûr, la langue joue, puisque ce sont des gens qui ont appris le français déjà en Turquie, donc ils viennent mettre à l'épreuve de la vie quotidienne leur français de lycée ou leur français d'université.
ça fait partie aussi beaucoup des textes littéraires. Hein. C'est le rapport avec les Français, la langue, un peu la difficulté à comprendre exactement ce que sont ces étrangers bizarres dont on rêverait tant à Istanbul. Donc moi j'ai travaillé en gros sur la fin du 19e jusqu'en 1980 dans ce livre, qui est ma thèse de doctorat sur lequel j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai travaillé longtemps, j'ai accumulé, donc j'ai fait finalement un petit travail par rapport à tout ce que j'ai ramassé, mais bon c'est comme ça qu'on fait une sorte de filtre, parce que c'est énorme. Il ne s'agit pas de quelques écrivains, il s'agit pratiquement de tout le monde. Tous ceux qui comptent ont un texte sur la France ou sont venus en France. Il y a des milliers d'articles. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a aussi des chroniques, des correspondances artistiques assez nombreuses. C'est-à-dire que certains auteurs, des jeunes auteurs, quand ils sont à Paris, en fait, ils envoient dans les revues littéraires ce qu'on appelle des Paris Mektoubou, donc des lettres de Paris, dans lesquelles ils racontent l'activité artistique, les expositions. Évidemment, quand il y a une exposition de peinture, c'est important, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être Sabatine Eyüboğlu, par exemple, qui est un écrivain, un chroniqueur très célèbre, a écrit des lettres de Paris où il brosse un tableau complet. On voit qu'il est... Enfin, c'est pas un touriste, c'est quelqu'un qui est très au courant, qui va vraiment dans les détails de la vie culturelle française et qui le raconte très bien aux lecteurs turcs. Alors la deuxième chose qui m'a intéressé, et en dehors de collecter toute cette information, on pourrait y passer sa vie, hein, je veux dire, il y a de quoi, il y a tellement de matière. Alors il y a des périodes évidemment idéologiques, culturelles, etc. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le rapport que les prosateurs, certains prosateurs, entretenaient avec le mythe parisien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont à Istanbul, ils rêvent de Paris, ils rêvent de ce que font les écrivains français dans leurs romans, entre autres. Et il voudrait faire la même chose, mais pour le turc. Donc là, on revient vers la langue maternelle, c'est-à-dire que finalement, cette expérience parisienne sert à alimenter une renaissance de la littérature turque. Enfin, c'est mon point de vue, c'est ma conclusion. Ils viennent un petit peu en tâtonnant, en cherchant ce que la France peut leur apporter, et quand ils rentrent, c'est le cas de Demir Özlü, c'est le cas de Ferit Edgü, c'est le cas de Nedim Gürsel, mais qui n'est pas rentré tout à fait, mais qui est quand même rentré, puisqu'il écrit en turc, et qui ont utilisé, si vous voulez, cette modernité à la française pour bâtir une modernité turque. Donc c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une vie à l'extérieur. Alors je ne sais pas si tu pourras dire la même chose pour les peintres, est-ce qu'ils ont utilisé les modernités ou la modernité européenne pour bâtir leur propre forme, leur propre domaine. Et c'est très... voilà, c'est à la fois très émouvant, très intéressant, et c'est pas comme ça, en général, que l'Europe voyait les écrivains turcs. Je pense que d'ailleurs ils ne voyaient pas les écrivains turcs, mais enfin si par hasard ils les avaient vus, ils auraient sûrement imaginé que ces pauvres Turcs étaient venus copier la grande littérature européenne. Et bien c'est pas ça qui s'est passé. Ils l'ont absorbé, ils l'ont intégré, ils en ont fait quelque chose de tout à fait différent. Alors je pense au surréalisme, au nouveau roman, mais les grands courants littéraires français ont été complètement avalés, redigérés et exprimés différemment. Donc ça c'est assez grandiose, hein, c'est plaisant. Tu peux enchaîner peut-être sur la peinture ? Non, je rebondis sur ce que disait Timur à propos de ces échanges ou de ces influences ou pas. Alors, pour les peintres turcs de l'école de Paris, ça dépend lesquels, hein, parce que certains s'inscrivent tout de suite dans vraiment dans l'école de Paris, donc avec l'abstraction, et je pense par exemple à Mubin, qui un temps partage son atelier avec le peintre Charles Motion, et leurs travaux sont similaires, c'est-à-dire qu'ils élaborent ensemble dans un atelier donc, qui est assez petit, une formulation plastique abstraite qui est similaire. Et j'avais rencontré le fils de Charles Motion, qui est le sculpteur Pierre-Édouard, et Pierre-Édouard disait qu'il était difficile ensuite de savoir qui avait fait quoi, tellement leurs travaux à cette époque est très influencés par l'autre. Mais c'est vrai que quand on dépouille toute la fortune critique de ces artistes
qu'à l'époque, on était abonné à l'Argus de la presse, donc c'est-à-dire que dès qu'un artiste était abonné à l'Argus, il recevait les critiques qui parlaient de lui. Et on note vraiment que la critique aime les peintres turcs pour leur orientalisme. En tout cas, ce que la critique voit pour être de l'orientalisme, et notamment pour Nejad, qui, lui, présente des toiles au Salon de Mai très tôt, en 48-49, notamment une grande toile abstraite rouge. Et j'ai retrouvé dans les archives du catalogue du Salon de Mai que cette toile s'appelait en fait la mosquée de Soliman le Magnifique. Et c'est vrai qu'on retrouve ces arabesques, ces stylisations de dômes et d'ouvertures comme ça sur des intérieurs inspirés des architectures de l'islam. Et puis après, il abandonne un peu tout ça parce qu'il est baigné vraiment dans cette émulation artistique parisienne où il faut prendre parti, parce qu'on a parlé de la querelle des abstractions, mais c'est vrai, même de crise des salons, parce qu'il y avait des batailles, des attaques extrêmement violentes entre les tenants de l'abstraction et les tenants de la figuration. Et au sein même des abstractions, il y avait l'abstraction chaude, donc l'abstraction lyrique qui était représentée, le plus connu c'est peut-être Georges Mathieu, parce que c'est vraiment lui qui définit ce qu'est l'abstraction lyrique, donc c'est l'absence à toute référence, et l'abstraction froide, donc l'abstraction géométrique qui était défendue par la galerie Denise René, qui est une immense galerie, il faut quand même le citer, première galerie d'art moderne en France à présenter des peintres abstraits géométriques, grande défenseuse, si je puis dire, de Vasarely notamment. Et donc voilà, quand on lit toute la presse de cette époque, c'est étonnant de voir vraiment cette bataille, cette violence même dans les critiques, et même après dans le courrier qui a été écrit entre les critiques dans leurs journaux, les organes officiels en quelque sorte. Je pense au journal Art d'aujourd'hui dirigé par André Bloch, qui était vraiment le défenseur de l'abstraction géométrique, et avec Léon Degan qui était le critique officiel, qui attaquait Charles Estienne, qui attaquait Jacques Lassaigne ou Georges Boudaille. Donc c'est très intéressant, et peut-être qu'en littérature aussi, il y avait des critiques littéraires qui rebondissaient là-dessus. Je réponds à cette question. Oui, je pensais à ça. Évidemment, les peintres, les artistes plasticiens ont la chance d'avoir un langage international. Quand on écrit en turc, à Paris, c'est un peu compliqué. Et alors, ça fait naître deux remarques. La première, c'est que les écrivains, les intellectuels turcs, il y a des gens comme Selahattin İlav, qui était un jeune philosophe assez intéressant, qui a un peu galéré à Paris, on va dire, qui raconte ça. Il y a Onat Kutlar, qui lui vivait aussi dans une mansarde, etc. Donc tous ces gens-là fréquentent peu de Français. En tout cas, peu d'artistes et peu d'écrivains français. C'est quand même frappant. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est moins le cas des écrivains arabes, par exemple. On peut faire la comparaison. Donc ça a un côté un peu décevant. En tout cas, ça devait être décevant pour eux. Il n'y a que 3 personnes, je pense, qui ont eu des fréquentations françaises vraiment régulières. C'est Ferry Tedgu qui avait vraiment cette volonté, je pense, de fréquenter les artistes français, il était aussi plasticien, il faisait de la céramique, je crois. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait ? Non, il était peintre, non, il a travaillé... Il n'était pas peintre, Ferry. De formation, il n'était pas... il avait une formation dans l'Académie du Feu, je ne sais pas trop quoi. Donc, bon, enfin, en tout cas, il a été marchand d'art après. Mais à l'époque, donc, il voit pas mal de gens, de Français différents. Je crois qu'il avait plus le goût de la sociabilité. Bon, il y a Abidine qui est l'emblème, évidemment. Et en plus, avec des opinions politiques, en bon communiste, il fréquente les communistes. Donc c'est un milieu. Ça permet d'entrer dans un milieu. Aragon, entre autres, c'est pas rien. Et puis, il y a également des gens, bizarrement, à l'occasion, comme Ilan Berk, poète, qui vient à Paris et qui demande à être présenté, lui. Alors, il était assez taciturne, tout ça, donc ça donnait pas grand-chose en général. Il faisait un peu la tête. Mais bon, il demandait, il cherchait, alors que beaucoup
Bon, je pense que c'est leur statut d'étudiant aussi. Même Attila Ilan, par exemple. Attila Ilan, qui est un grand romancier et poète, il vit assez longtemps. En tout, il passe 8 années à Paris, mais il connaît pas beaucoup de monde. Il connaît des femmes surtout. Ils ne sont pas forcément artistes, donc ça y raconte beaucoup. Et on a quelques souvenirs de ça. Mais bon, c'est des sociabilités, c'est un peu de la drague en fait. Hein, c'est pas exactement une sociabilité artiste, disons, telle qu'on imagine. Donc, le bilan, c'est que en dehors de Abidine et après Nedim Gürsel, qui va être assez intégré dans le milieu littéraire français, on n'a pas beaucoup d'échanges. Et entre autres parce que ces gens ne restent pas longtemps et qu'ils visent une création en turc. Ce qui compte, c'est de rentrer, de publier en turc, d'être reçu dans le milieu littéraire stamboulien, ou un petit peu en arabe dans certains cas. Donc c'est un cas assez particulier, mais bon, c'est lié au médium en fait, je pense. En t'écoutant, c'est ça, je me dis, finalement, quand on fait de la peinture, quand on fait de la gravure, quand on fait même de la caricature, parce qu'il y a beaucoup de caricaturistes turcs aussi qui vont s'installer, bon, pour eux c'est plus facile entre guillemets. On aime, on n'aime pas, on peut le publier ou pas, on n'a pas forcément besoin de légendes, de commentaires. Là. C'est amusant le tableau. Soliman. Ouais. Oui. Parce que c'est un peu. Est-ce que c'est une légende qui a été donnée pour faire plaisir aux Français ou... Non, en fait, ce tableau est dans une collection privée. Il est à la veuve de l'artiste. Il se trouve que j'ai fait faire la photo de ce tableau pour le livre. Il est reproduit. Il n'y a pas d'inscription au dos du tableau. C'est juste que j'ai fait les croisements entre les dimensions qui étaient notées dans le catalogue du salon. Et puis quand on connaît le tableau, en fait, c'est tout à fait l'architecture intérieure d'une mosquée. Souvent, déjà, de donner des titres extrêmement lyriques, entre guillemets, à ces toiles. Donc, il avait vraiment la Turquie dans son cœur, même s'il part très tôt. Il arrive à Paris en 1946. Il retourne en Turquie très tard et puis il finit sa vie en Pologne où il meurt en 1995, mais il est déjà en Pologne en 67-68. Mais il revient toujours à la Turquie, donc il fait énormément de croquis, d'œuvres sur papier, des gouaches, des aquarelles, des dessins, des fusains comme ça, et toujours inspiré donc par l'architecture, très, très grand amateur d'architecture, mais aussi de paysage. Et il écrit des pages vraiment magnifiques sur ses émotions, sur ce qu'il ressent quand il est par exemple en Ouzbékistan ou à Tachkent ou en Chine aussi, où il va 2 fois. Et lui aussi, plutôt d'obédience communiste, il ne s'en cache pas, ce qui pose fièrement sous un portrait de Staline quand il est en URSS, en 59-60. Et oui, donc pour parler de ce tableau, mais effectivement... Pour les peintres, certains ont envie de s'intégrer en tout cas à la vie artistique parisienne. Alors c'est très dur, parce qu'après la guerre, Paris est complètement détruite. La France est quand même en ruine, la situation n'est pas très gaie. Il y a quand même le rationnement jusqu'en 1949, donc ils ne viennent pas à Paris pour vivre une vie d'opulence. C'est vraiment parce que c'est Paris, c'est la capitale. Et il y a aussi une chose importante, c'est qu'ils ont accès aux académies libres. C'est-à-dire que c'est une ville où on peut aller suivre des cours de dessin, de peinture, faire aussi s'entraîner au nu académique. Et ça, c'est unique. On n'avait pas besoin d'être inscrit à l'Académie des Beaux-Arts, donc d'être dans un cycle comme ça très, très officiel, avoir passé un concours pour y rentrer, etc. C'est l'Académie libre. Et ça, c'est vraiment une spécificité parisienne après la guerre. Donc il y a plein d'académies très connues, notamment Léger, des années 20, a ouvert l'Académie libre. Mais il y a aussi l'Académie d'art abstrait qui avait fait scandale à son ouverture en 1950, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était une classe qui s'était installée au sein de l'Académie de la Grande Chaumière. Et cette académie était tenue par Edgar Pillet et Jean Devanne, qui sont 2 peintres abstraits, mais de l'abstraction froide. Et donc ça fait scandale à Paris parce que le critique Charles Estienne, qui lui défendait ce qu'on a appelé plus tard l'art informel ou l'art, un art autre selon la terminologie de Michel Tapier, dans son pamphlet L'art abstrait est-il un académisme, Charles Estienne dénonce, il dit mais est-ce qu'il faut une école, est-ce qu'il faut une académie pour l'art abstrait ?
Et bon, alors aujourd'hui, ce sont des concepts, des idées qui peuvent nous paraître totalement dépassés parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus ce qui pourrait faire scandale. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de voir, quand on se replonge dans toutes ces archives, dans toute la fortune critique de cette époque, c'est de voir à quel point c'était vital, quoi, soit de défendre l'abstraction, soit la figuration. Voilà. Et je trouve que ces artistes turcs de l'école de Paris s'en sortent très bien, parce qu'ils prennent parti, mais ils gardent aussi leur propre identité dans leurs travaux. Et je trouve que c'est à signaler. Et puis ce sont des artistes qui ne forment pas un groupe en tant que tel. Ils se retrouvent pas autour d'un manifeste, autour de revendications particulières. Voilà, ils viennent à Paris parce que peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils parlent français, hein, ils sont parfaitement francophones. Hein. Pas tous. Tous. Mais enfin. Pas tous. Tu penses à qui, Gaël? Non, pas tous. Non, par exemple, Mubin était destiné à aller à Londres. Et l'Orient Express s'est arrêté à Paris, il n'a pas continué jusqu'à Londres, il s'est retrouvé à Paris. Et donc il a dû apprendre le français tout à fait par hasard, oui, par exemple. Il finit par parler français. Oui, mais ils l'apprennent ici. Il y en a, je veux dire qu'ils ne viennent pas des écoles françaises, de la thématique que nous avons traitée la dernière fois. Ils ne viennent pas tous des écoles françaises. Non, pas tous, mais la plupart. Il y en a certains qui choisissent la France tout simplement par passion pour les artistes, le monde de l'art, mais pas forcément en sachant le français. Remzi non plus. Remzi Rachab ne parle pas non plus le français. Non, mais la langue est secondaire, en tout cas pour eux. Mais en tout cas, ils finissent par s'installer en France, à vivre ici et à parler. Oui, en galérant, beaucoup en galérant. Oui, oui, c'était pas du tout une vie. C'était pas une sinécure, hein. Non. Voilà. Oui, d'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure, en 1949, ils ne viennent pas pour s'amuser, parce que... Bon, alors, dans l'image de Paris, il y a quand même la vie de Bohème. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Dès le 19e, Paris, c'est une mansarde avec une petite amoureuse, comme dans La vie de Bohème de Murger. Et quand ils viennent, ils sont prêts à ça. Ils ne sont pas prêts au luxe. D'ailleurs, c'est pas toujours facile de savoir, mais vous regardez les quartiers de résidence, vous regardez les conditions. Enfin, vous pourrez faire une analyse beaucoup plus sociologique de ces histoires-là, avec quel était leur budget, comment ils mangeaient. Bon, effectivement, on vit beaucoup en groupe, on se fait un peu la popote, on bricole. Il y a une vie de groupe, ça c'est clair, qui se met en place, qui est racontée alors, dans les appartements, ou dans les mansardes, ou dans les chambres d'hôtel. C'est le cas de Attila Ilan, hein, il y a un très beau roman qui s'appelle Zenciler Birbirine Benzemez, donc les Noirs ne se ressemblent pas, qui est le roman de l'après-guerre dans une sorte d'hôtel, pension de famille, près de la gare de l'Est. C'est bien raconté, c'est vraiment aussi un témoignage, ce roman, sur comment on découvre les autres, parce qu'il y a un Chinois, un Yougoslave, un Nigérian, enfin bon, donc les gens qu'on ne voyait pas à Istanbul, en fait, hein, donc c'est tout à fait nouveau. C'est pas que le Paris français, c'est le Paris internationaliste défauché. Hein. Là où il y a aussi un Espagnol qui est rescapé de la guerre d'Espagne. Donc ils sont prêts à vivre cette bohème un peu dure, cette galère économique. Parfois ça dure pour certains, parce que je crois que parmi les peintres, il y en a un certain nombre qui ont eu des difficultés assez longtemps. Comment faire pour vivre de sa peinture d'ailleurs. C'est assez connu. Alors bon, les écrivains, souvent, enfin moi, ceux qui m'ont intéressé, étaient souvent des boursiers. Ils venaient avec une bourse pour faire une thèse ou faire une recherche qui n'aboutissait pas forcément. Mais enfin, pendant un moment, il y avait un petit peu d'argent. Et du coup, il reste un an et demi, pas tellement plus. Mais en tout cas, cette bohème est acceptée a priori. Et même, elle est supposée nourrir la création littéraire. Il y a quelques textes de Onat Koutlaj, peut-être tu les connais, où il raconte sa vie dans la mansarde et il dit on se réunissait le soir, nous étions la République du shish kebab. Hein, il y a les Turcs, en fait, les Turcs entre eux. C'est assez marrant. Mais bon, on voit bien que c'est pas d'un brillant. Mais bon, ça nourrit. Ce sont des jeunes futurs écrivains, donc ça, au fond, ça les nourrit très bien. C'est bien un peu de galère si ça ne dure pas trop. Et je ne sais pas si pour les peintres, parfois ça n'a pas duré un peu plus longtemps. Ça peut durer, voilà.
éternellement, disons, parce que c'est toujours difficile de faire ça. Donc c'est pas les mêmes cas, hein. C'est les écrivains ou les écrivains étudiants vont rentrer, vont trouver un métier, vont faire une carrière, vont tout le temps rêver, enfin le plus emblématique, ça doit être d'Émile Loezlul, parce que toute sa vie, jusqu'à la fin, et après il s'est installé en Suède, etc., il rêvait à voix haute de Paris. Enfin, Paris, c'est ce qu'il y avait de mieux, c'est ce qu'il y avait de formidable. Et puis il revenait, parce qu'on l'a accueilli plusieurs fois, et puis au bout de 2 jours, il disait, oh là là, c'est plus comme avant, ça n'a plus le même goût, enfin il commençait à déprimer. Il repartait en Turquie ou à Stockholm, et puis voilà, en attendant la prochaine fois. Donc ces histoires de nostalgie de la jeunesse, bon, ça nourrit pas mal de textes aussi, bien sûr, c'est important. Mais il ne faut pas oublier que certains ne pouvaient pas retourner en Turquie. Oui, alors, il y a eu ça. Parmi les peintres, Abidin Dino, Remzi Racha, et ça, ils étaient interdits. Remzi Racha avait perdu la nationalité, Abidin risquait d'être mis en tôle et tout, donc c'est des gens aussi qui étaient obligés de ne pas rentrer, à la différence de certains écrivains. Ben, on n'a pratiquement pas d'exemple en fait chez les écrivains de personnes empêchées ou bon, il y a une période, on va dire, où c'est plus chaud, mais c'est pas à ce point-là en réalité. Hein. Ils sont pas des exilés d'ailleurs. Il y en a eu plus tôt, il y en a eu chez les jeunes Turcs. Il y en a eu jusqu'en 1918-1920, des vrais jeunes Turcs qui étaient allés en Angleterre, à Genève, puis finalement à Paris, qui ne pouvaient pas. Et puis un jour, ça se débloque, en 1908 par exemple, donc ils rentrent. C'est toute l'histoire de la vie intellectuelle turque qui est très chaotique par rapport au rapport avec le politique, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, cette bohème qu'ils vont connaître est consentie. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Oui, tout à fait. On le voit bien dans le parcours de ces peintres. Je pensais tout à l'heure, en vous écoutant, à une toile qui est assez terrible d'Avni Arbache qui peint Aubervilliers. Il y avait encore des bidonvilles. Même dans ses témoignages, il explique qu'il ne pouvait pas se chauffer, que la vie était tellement dure qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter à manger, qu'il avait même dû manger un soir un ragoût de chat. Voilà, mais après, c'est pas propre aux Turcs, parce que c'est vrai que la plupart des artistes à Paris étaient quand même dans une situation extrêmement précaire. Pour s'en sortir, il fallait réussir à être sous contrat avec une galerie. Il fallait que ça marche aussi, hein. Il fallait que la galerie vende des tableaux, que ça rentre en quelque sorte. Quand ça rentre pas, la galerie finit par abandonner en disant je vais prendre un artiste qui sera plus... qui plaira davantage au public. Donc, oui, la situation est difficile et voilà. Tu connais l'histoire de Camille Renaud? Oui. Voilà, mais c'était un exemple un des mécènes de la précarité dans laquelle il vivait. Il avait un grand restaurant à Puteaux et on pouvait aller à Puteaux quand on était reconnu quand même par Camille Renaud. Et il donnait une toile vierge et il disait voilà, tu me feras des chevaux. Il passait des commandes. Ouais. De Camille Renaud. Bon voilà. Et donc il offrait à manger. Mais il fallait, je me rappelle que Remzi me disait, on allait à pied jusqu'à Puteaux, on revenait avec la toile, et en général, il ne peignait pas de chevaux, il avait fait un buffet sur la toile, voilà. Et il finissait par acheter quand même un peu, voilà, Camille Renaud. Donc, il y avait des gens comme ça. Et puis, il y avait aussi la cantine à Montparnasse aussi, où ils pouvaient manger pour très très peu d'argent, et ils se retrouvaient tous. C'est vrai que il y avait des possibilités. Oui, il y avait des possibilités qui n'existent plus aujourd'hui parce que c'était l'entraide, la débrouille, et puis même les critiques, ils ne roulaient pas sur l'or. Enfin, par exemple, il y a des témoignages où Michel Tapier, en plus, il a plein d'enfants, donc il faut les nourrir. Donc il enchaîne les piges, les critiques, etc. Mais Camille Renaud, c'est vrai, c'est amusant que tu en parles parce que c'est une figure qui est quand même très, très particulière et unique dans le paysage artistique, et c'était un homme obèse, donc on le surnommait Big Boy. Et à la fin de sa vie, il était tout maigre. Enfin, il y a des photos où on ne le reconnaît pas du tout, et de très très grands peintres, qui sont aujourd'hui très connus, ont fait le portrait de Camille Renaud.
Enfin, je parlais de Remzi, mais c'est vrai qu'il y a aussi Farah Nissa qui a fait un portrait de Camille Renaud. Alors aujourd'hui, la collection est à l'Artothèque de Puteaux et l'Artothèque loue les tableaux à des particuliers. Enfin, bon, il y a des assurances pour ça, mais une espèce de leasing. Voilà. Mais il y a peut-être eu des mécènes aussi pour les écrivains turcs à Paris. Pas à ma connaissance, à part je sais pas, certaines facilités dans le cas d'Abidine, il collaborait pas mal à des journaux, justement grâce, je pense au réseau plutôt communiste, maison d'édition avec éditeurs français réunis, mais c'était des petites choses, quoi. C'est pas du mécénat, il y avait quand même un travail. Enfin bon, en tout cas, il y avait des commandes possibles, je pense qu'il pouvait amener une idée de temps en temps. Mais parce que lui, il était peintre, en fait. En tant qu'écrivain, ça n'aurait pas suffi. Non, ce qui est fou, c'est que tous ces écrivains, et certains étaient quand même de bons francophones, à un certain niveau, au bout d'un moment, n'ont pas collaboré du tout à la presse ou à l'édition française. Il n'y a aucun texte. À ma connaissance, il y a un texte, c'est un texte de Tarsine Yücel, qui était un écrivain, grand écrivain sur le tard, mais quand il vient à Paris en 64, il est thésard, il écrit une thèse sur Georges Bernanos à l'époque, et il écrit en fait un embryon de texte qui va devenir Vatandaş, le roman Vatandaş, qui est un classique de la prose turque. Et cet embryon de texte qui fait 8 pages, il le publie dans une revue littéraire française. C'est pratiquement le seul exemple. Je ne pense pas que ça l'ait nourri. Lui, il avait de toute façon sa bourse de doctorat. Mais c'est quand même très étonnant qu'au fil des années, il n'y ait pas eu plus de volonté ou de tentative, en tout cas, d'intégrer par des piges, justement. Ils pouvaient écrire sur beaucoup de sujets. Enfin, ils auraient pu écrire sur beaucoup de sujets. Mais bon, ils étaient assez invisibles en même temps. C'est-à-dire que le manque de fréquentation du milieu français faisait ça. Sauf Abidine avec les lettres françaises. Oui, voilà. Dans les lettres françaises, il avait écrit un certain nombre de choses à cause de l'amitié avec Aragon. Voilà, ce que j'appelle, moi, un peu brutalement, mais le réseau communiste. C'est vrai qu'il pouvait, lui, proposer quelque chose. On savait qu'il écrivait bien, qu'il était intéressant. Mais je ne connais aucun autre jeune ou moins jeune, parce qu'il y a des gens qui ont déjà 35 ou 40 ans quand ils viennent, qui ont déjà écrit, qui ont déjà publié. Par exemple, dans le domaine allemand, pour prendre une comparaison proche en Europe, Haldun Tanev, quand il va en Allemagne, il collabore à la presse germanique. Il a écrit beaucoup d'articles, une bonne série d'articles culturels pour la presse allemande. Il a décidé de s'exprimer en allemand. Parce que c'est un pas à franchir, en fait. C'est pas juste gagner 2-3 sous, c'est se lancer dans l'écriture en français. Et pourtant, dans les papiers des écrivains, on retrouve pas mal de textes en français qu'ils auraient pu proposer. Mais c'était pas... Bon, je pense qu'il y avait un manque de confiance. C'est ça aussi qui est intéressant sur les rapports franco-turcs. Et que ces centaines d'intellectuels qui ont bien appris le français, et au point de pouvoir écrire en français, n'osaient pas franchir une barrière. C'est une sorte de tabou. Il n'y a que Abidine, parce qu'il était pratiquement, il était bilingue en fait, c'était un cas exceptionnel. Ferrit est très très capable aussi, mais il ne l'a pas fait. C'est dommage, parce que pendant ce temps-là, quand vous comparez les autres groupes nationaux, latino-américains, certains anglo-saxons, les néerlandais qui étaient très nombreux, les néerlandais peut-être plus grand accès au français, mais ils ont publié. C'est-à-dire que dans le portrait du Paris internationaliste d'après-guerre, les Turcs n'ont pas vraiment, selon moi, n'ont pas vraiment pris leur place, la place qu'ils auraient pu avoir. Et ils auraient dû fréquenter un peu plus les Maghrébins, par exemple, où ça leur aurait donné des idées, disons, d'intégration culturelle et de diffusion de ce qu'ils avaient à dire. Parce que je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle, finalement, la culture turque reste, dans beaucoup de cas, très, très étrangère aux Français. Puisque quand vous avez des figures importantes qui écrivent dans la langue, ça change tout. Ça change vraiment tout. Pour beaucoup de cas, pour beaucoup de nations, il y a une figure ou plusieurs figures
francophone, en Allemagne germanophone, en Angleterre, Elif Shafak par exemple, qui est une très bonne anglophone. Bon, elle fait beaucoup pour diffuser, bon, elle diffuse surtout sa littérature, mais enfin, toujours est-il qu'elle montre une certaine Turquie internationaliste à travers elle. Et c'est utile. Oui, mais il faut peut-être aussi... En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, la plupart sont, qu'ils soient pas tellement les artistes peintres, mais les écrivains sont plus tournés vers un retour sur la Turquie. Tu l'as dit au début. Non, c'est pas ça. Ils se voient plutôt écrivains là-bas. Et puis il y a quelque chose qui les alors du coup, les peintres et les écrivains se retrouvent autour de la figure d'Ars Hikmet et de la nécessité de le faire libérer de prison. Et donc ils créent tous ensemble une organisation et ils militent pour finalement toujours quelque chose qui est tourné vers la Turquie. Donc quelque part ils ont des relations avec le Parti communiste français, avec Aragon, avec Picasso, avec des gens qui sont en même temps eux aussi engagés, mais pas sur la problématique de l'art, sauf Abidine qui fait un atelier à Antibes avec Picasso. Mais les autres, c'est autour de la figure tutélaire de Naz Hikmet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais l'anecdote, le premier livre de Naz Hikmet qui a été traduit en français, je crois que c'est le livre traduit par Dobzhinsky. Non, c'est traduit par Sabahattin Alioglu sous le pseudo Hassan Gülay. Ah oui, mais alors non, je pense que c'est celui de Dobzhinsky, parce qu'il y a une histoire de ça que Abidine m'avait raconté quand Naz Hikmet est venu pour la première fois à Paris, et après sa libération de Moscou, et Abidine l'emmène à la librairie qui s'appelait Le Divan, qui était à Saint-Germain-des-Prés, qui faisait l'angle. Et ils marchent ensemble par là-bas, et Naz Hikmet dit à Abidine, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire là, etc. Et ils arrivent là, et dans la rue qui est à côté, je ne me souviens plus si c'est la rue de l'Échaudé, qu'est-ce que c'est la rue qui est juste de l'Abbaye, voilà, la rue de l'Abbaye, il y a un tas de gens sur le trottoir qui font une queue. Et Naz Hikmet dit à Abidine, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, ça, il y a un cinéma, et Abidine lui dit, mais non, pas du tout, ces gens t'attendent. Et Naz me dit comment? Il dit ils font la queue pour ta dédicace à la librairie Le Divan, où on va là de ce pas. Et Naz Hikmet est interloqué. Il s'imagine qu'il n'est absolument pas connu en France, que personne ne sera intéressé par ses poésies traduites en français. Or, il y a plein de monde. Mais ça, c'est le réseau communiste qui fonctionne. Aragon qui le soutient, Tristan Tzara, enfin bon, tous ces gens-là donc Abidine et tous les autres aussi, et la figure tutélaire de Naz Hikmet joue un rôle aussi sur le fait qu'ils sont tournés vers le pays. Bon, c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que la traduction va être le lien. Bien sûr. Ça aurait pu être l'écriture directement en français. Non, c'est en traduisant. Alors évidemment, Naz Hikmet, c'est un vrai phénomène de 1950 à 1980 particulièrement. Là, pendant 30 ans, il n'y a que ça. Et il y a un petit peu d'Yashar Kemal. Oui. Voilà. Et c'est plus tard. C'est plus tard. Mais enfin bon, c'est les deux auteurs qui vont dominer. Et du coup, la Turquie va être représentée à travers les traductions. On parle beaucoup dans les chroniques que les écrivains envoient en Turquie. Donc, ils parlent beaucoup de traduction. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va traduire, ce qui est traduit en turc, ce qui est traduit en français, pourquoi, comment. Et ça permet, l'emblème de ça doit être les chroniques de Nedim Gürsel, dans les années, on va dire, 85 à 95. C'est d'ailleurs rassemblé dans un volume. Donc, regardez, c'est des lettres de Paris. Et là, vous voyez que Nedim explique aux lecteurs turcs tout ce qui se fait en France. Et d'un seul coup, il montre que la France, c'est aussi le pays où on traduit les latino-américains, certains anglais et américains un peu connus en Turquie, les littératures de l'Est, Kundera. Donc, c'est une révélation. Et ça sert à ça aussi, le séjour à Paris. Ça sert à faire passer la culture mondiale vers un pays qui n'est pas encore très mondialisé. Encore que. Il y a quand même des choses toujours étonnantes en Turquie quand on regarde les bibliographies. Mais en tout cas, le cœur des choses, c'est Paris, puis après c'est Londres. C'est pas encore tout à fait New York pour les écrivains, ça va le devenir. Et donc les Turcs cherchent à se définir par rapport à ça, leur place, leurs ambitions. Et à l'époque, on traduit très peu de Turcs, par contre. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, quand même assez riche, à l'époque, c'était 2 auteurs, et bien péniblement, on va dire.
Oui, non, tout à l'heure, vous parliez de Paris, Londres, puis New York. Pour les artistes turcs, c'est pas tellement Londres. Après, le centre artistique se déplace à New York à la moitié des années 1960. Le marqueur, c'est 1964, quand Robert Rauschenberg obtient le Grand Prix à la Biennale de Venise. Et la France, notamment, est sous le choc, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit un peintre, on va dire, traditionnel, entre guillemets, d'école de Paris, comme Bissière, qui l'obtienne. Et en fait, non, c'est un peintre inconnu qui a été défendu par Léo Castelli, qui fait des choses bizarres et qui redéfinit totalement la notion d'art moderne. C'était un peu hors sujet là, mais c'était pour... non, mais c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, donc, tu as parlé d'art abstrait, figuration libre ou art figuratif. J'ai l'impression que les écrivains turcs, dans leur séjour parisien, comprennent mieux qu'il y a deux façons d'écrire aussi. C'est-à-dire, alors, le nouveau roman, par exemple, ce serait la version art abstrait pour un prosateur. Et là, ils se jettent dessus. Justement, Ferit Ilgün, Demir Özlü, ce qu'on appelle les existentialistes turcs, se jettent sur cette nouvelle écriture. Ça ne va pas durer parce que c'est... En turc, c'est quand même pas très digeste. Alors, en français, bon, quand c'est Claude Simon, ça va. Quand c'est Butor ou Rob Grillet, maintenant, c'est très démodé. Et ils font plutôt du Rob Grillet, d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est comme ça. Et puis, en Turquie, domine un réalisme, même un naturalisme très fort, qui est l'école de littérature paysanne, Accueil des Biatı. Donc, ils veulent surtout pas faire ça. Ça, c'est pour les provinciaux d'Anatolie, pour eux. Donc, c'est intéressant, parce qu'en même temps, ils sont très engagés, alors que la littérature villageoise, c'est une littérature engagée, plutôt à gauche, plutôt sociale. Ben non, ils veulent pas. Ils veulent être socialistes et modernistes. Et donc, ça donne ça, quoi. Le résultat, c'est... on copie un peu... Enfin, on copie. Pas gentil de dire ça, mais il y a vraiment des nouvelles de Demir qui ressemblent à des chapitres, des gommes de Rob Grillet. C'est vraiment frappant. Bon, tant pis. C'est péché de jeunesse, et après, il s'émancipe de ça. Donc, la distinction abstraction, figuration est assez pertinente aussi pour l'écriture en prose. Et alors, le drame dans tout ça, c'est que finalement, la grandeur de la littérature turque, c'est plutôt la poésie. Et que là, silence radio. C'est-à-dire, rien n'est traduit. Les poètes qui viennent, puisque j'ai dit que Ilan Berk, qui est un des grands poètes de Kinji Yeni, vient, mais bon, personne ne comprend ce que veut ce type, quoi. Il discute à droite à gauche avec des poètes français. Ses préoccupations sont tellement... Bon, je pense qu'il ne s'explique pas bien, mais ses préoccupations sont vraiment bizarres, puisque Kinji Yeni veut à la fois régénérer une tradition ottomane, de la poésie populaire, y mettre des traits surréalistes, créer de nouvelles images. Bon, ça fait un peu beaucoup pour poètes français de l'époque, qui n'imaginent même pas que dans la tête des Turcs, il puisse y avoir des combinaisons pareilles. Et du coup, alors là, je répète, le grand drame, c'est que cette poésie qui est la production géniale de la Turquie moderne, il faut attendre que Gaillet traduise très tardivement Özdemir Asaf. Très tardivement. Oui, voilà, donc ça c'est une grande déception. Ça veut dire que les rapports, finalement les rapports littéraires ou culturels franco-turcs sont pas si bons que ça. Même s'ils sont riches, on voit bien, ils sont riches. Il y a des revues quand même où Abidine, justement, de temps en temps arrive à faire glisser la traduction d'un poème. C'est toujours lui. S'il n'était pas là... Il est un peu l'ambassadeur. Ouais. Il joue un peu le rôle de l'ambassadeur du responsable culturel qui a un petit peu la porte ouverte chez les éditeurs, qui a la porte ouverte chez des gens de renom et qui a fait beaucoup d'ailleurs. Et puis sa femme quand même. Les deux. Et sa femme, bien sûr. Guzine aussi. Oui, ils ont fait beaucoup pour... heureusement, Guzine aimait la poésie, du coup. Oui. Elle s'est occupée de Yunus Emre un petit peu, puis après l'anthologie, la fameuse anthologie chez Maspero. Mais c'est en 82, quoi. On est déjà... Oui, c'est pas du tout la même époque. C'est pas du tout la même époque. Et... Après, tu parlais tout à l'heure ils n'ont pas rencontré les écrivains arabes. Je suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait énormément... Dans les années 50, en tout cas, puisqu'on parlait d'abord des années 50... dans les années 50, il ne me semble pas qu'il y avait autant que ça d'écrivains traduits du Maghreb en français, je ne sais pas. Non, mais alors, je vais te dire ce qui me surprend là-dedans, c'est que tous les écrivains arabes, tous, ils étaient là comme étudiants.
Ils étaient tous au quartier latin. Ça veut dire qu'ils ne se fréquentaient pas. Donc les Syriens, les Égyptiens dans leur coin, les Turcs dans leur coin, c'est... Il y a eu l'épisode quand même de la guerre d'Algérie aussi. Voilà, c'est ce que et donc, dire. moi j'étais gosse et je me souviens qu'ils étaient tous un petit peu inquiets de ce qui se passait, etc. Et je pense que ça n'a pas non plus favorisé le fait de s'intéresser à d'autres nationalités, d'autres populations. Oui, on traduit, enfin il n'y avait pas grand-chose à lire quand tu n'étais pas arabophone, c'est sûr. Voilà. Mais il y avait ceux du Maghreb qui écrivaient en français. Pourtant, ils étaient tous très cultivés. Les peintres aussi étaient des gens très, très, très lettrés, très, très cultivés sur la littérature et tout. Moi, je les ai connus, certains, dans mon enfance. Mes premières lectures, c'est Mubin Orhan qui m'a proposé de lire ceci, cela. Il était féru d'un certain nombre de trucs. Abidine, bien entendu. C'était des gens très, très férus de littérature. Mais c'est vrai que la littérature arabe, par exemple, j'en ai jamais entendu parler de leur part. Alors, est-ce que c'est une relation particulière des Turcs ça, on peut répondre à ça assez clairement. Qu'ils ne sont pas très attirés naturellement. Chez les peintres, il y avait de l'intérêt pour la calligraphie. Oui, c'est vrai. Quand même. Oui, la peinture moderne arabe n'avait pas été montrée du tout. Non. Ici. Je veux dire, en France ou en Europe, c'était... cette peinture dont tu me parlais tout à l'heure, ce syrien, c'était dans les musées du monde arabe. Donc si on n'y allait pas, oui. En fait, oui, Il n'y avait pas ça, il y avait le musée du monde arabe. Non, n'existait pas. Dans les musées. Ah oui, les musées. Au Caire, quoi. Avec Rémi, on était allé à Londres, parce qu'à Londres, il y avait des expositions sur l'art islamique qui est très importante. Ouais. Il y avait un intérêt pour cet art-là, quand même. Oui, il y a eu peu d'artistes du Maghreb et on va dire du Moyen-Orient venus à Paris dans ces années-là après la guerre. Et il reste très peu de temps, en fait. C'est soit 1 an, soit 2 ans, mais ça, on peut voir leur présence grâce, encore une fois, au catalogue des salons, Salon de mai, Réalité Nouvelle, mais surtout Salon de mai. Il reste peu, donc c'est vrai que on peut pas tellement parler d'une présence artistique. Et comme tu disais, Gaillet, c'est vrai aussi que la guerre d'Algérie... C'était pas une époque facile. Non. Pour ce lieu. Voilà. Par contre, moi j'ai envie de dire que vous avez parlé des critiques, etc. Moi, ce que j'ai gardé comme souvenir aussi, c'est que ces peintres, notamment, qui étaient à Montparnasse, beaucoup, au Café Select, à la Coupole, c'était un peu leur lieu de ralliement, ils étaient très aimés par les entre guillemets, les petites gens, le garçon de café, le patron de tel bistrot, etc. Et j'ai presque envie de dire que c'est presque pire aujourd'hui, quoi. Peut-être que ce pari de l'art, ce Paris Montparnasse de l'art, ça permettait à des gens simples, qui étaient serveurs, qui étaient cafetiers, qui étaient hôteliers, d'avoir un regard plus internationaliste et plus chaleureux vers des artistes étrangers. C'était des très bons consommateurs aussi. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Faut pas oublier, les bagarres. Non, c'est certain que les cafés parisiens étaient aussi un ferment très important, peut-être aussi pour les écrivains. Mais c'est vrai que le carrefour Vavin, donc le Select, même la closerie des Lilas qui est un peu plus loin, le gymnase, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on a même des photos, de retrouver des photos avec les artistes qui se retrouvaient. Et puis c'est vrai que ça n'existe plus aujourd'hui parce que l'époque a changé et que on le voit même au début du XXe siècle à Paris. On n'avait pas un sou, on allait au bistrot, on se faisait des copains, on rencontrait du monde. Le bistrotier était sympa, donc il mettait ça sur la note. Et puis, le bistrot était moins cher. Le bistrot était moins cher, mais il y avait vraiment une convivialité et puis une fraternité. Enfin, c'est vrai que c'était l'entraide. Mais c'est vrai que il ne roulait pas sur l'or. Mais à la Coupole, tu sais qu'il y avait un endroit spécial pour les artistes. Ils mangeaient sur des tables avec du papier et c'était un spectacle pour les autres. Oui. C'était une curiosité. Tout le monde venait voir les artistes. Et
Non, ils mangeaient après, enfin ils étaient presque payés, tu vois, pour être là. C'était du théâtre. C'est partie du décor, quoi. Oui, oui, ils faisaient partie du décor. Ces écrivains, ils ont écrit sur leur vie à Paris, et donc c'est un témoignage sur cette époque aussi, non? Je ne connais pas du tout leur littérature. Oui, rien de tout ça n'est traduit. On a pas mal de textes de mémoire, effectivement, ce que des textes de mémoire, donc des témoignages sur, 63, 64, 65, 70. Le plus fécond, disons, sur ces témoignages, c'est Attila Ilam. Donc c'est un auteur qui est toujours pas traduit en français, ou très peu, qui est un grand romancier par ailleurs, grand poète, enfin bon, il a une œuvre importante. Et d'abord il a tenu un journal très précis, alors il y a énormément de scénettes, de récits. Et puis alors ce qui est amusant, c'est que dans ces recueils de poèmes, il y a des notes qui sont plus longues que les poèmes, où il raconte les circonstances. C'est vraiment bien, parce que j'ai écrit tel poème à tel endroit, pour telle fille, à Paris. C'est un témoignage incroyable, c'est génial. Ouais. Ça, c'est un très bon témoignage. Demireuse, lui aussi, ça en fait un deuxième. Gurcel, avec ses lettres de Paris, c'est aussi assez riche. Donc, en fait, moi, j'avais fait un livre il y a 22 ans, en 2000, qui s'appelait Paris-Istanbul, et qui était les témoignages des écrivains turcs sur Paris, qui est épuisé, malheureusement, et dans lequel on a mis beaucoup de ce genre. On a mis des textes de fiction, quelques poèmes, et puis beaucoup de témoignages, des lettres. Et oui, c'est un vrai sujet, hein, le récit vrai ou mythifié de Paris. Mais, bon, là je défends mon domaine, hein, évidemment, la littérature turque, c'est mieux que le reste, mais on va dire ça comme ça. En fait, toutes les littératures ont produit comme ça une littérature parisienne. Je pense qu'on pourrait faire des anthologies de chaque langue, pratiquement. Oui, les Américains, les Allemands, les Néerlandais, les Chiliens, voilà, beaucoup de Latino-Américains. Ce qui est intéressant, alors des fois j'aime bien, c'est quand je tombe sur un texte, ça arrive parfois un texte qui est un témoignage de Japonais, parce qu'il y en a moins, mais voilà, il y a aussi tous les Asiatiques, probablement les Indiens. Voilà. Donc, à mon avis, le plus intéressant, ce serait un jour de faire une grosse anthologie de plusieurs milliers de pages avec tous les étrangers. Il y avait un très beau livre en 81, 82, qui s'appelait Le Paris des étrangers, qu'avait fait un prof de Sorbonne, qui s'appelle André Caspi, et c'était un très très bon. Alors, ce sont des recueils d'articles, des analyses des communautés. Il n'y avait pas les Turcs, mais par contre, il y avait un truc très très bien, je me souviens, sur les Vietnamiens, ça m'avait beaucoup plu. Et bon, j'y trouvais des parallèles en fait. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes. Alors, ce qui serait intéressant aussi, qui n'a pas été beaucoup fait, c'est qui rencontre qui à tel moment. Donc, par exemple, c'était le cas. Oui, les croisements, par exemple, Nazım Hikmet qui rencontre les communistes chinois à Moscou, à l'Université des peuples de l'Orient, et ça va alimenter pas mal de textes par la suite, des amitiés, des choses qui ne sont pas des amitiés européennes, hein, mais hors d'Europe, avec des lieux, des Africains avec des Turcs, voilà, des choses qui sont pour nous plus intéressantes maintenant. Parce qu'on voit plutôt le monde comme ça. À l'époque, c'était exceptionnel, mais c'est un peu... Voilà. Principalement, quand on parle des écrivains ou des artistes peintres, je pense qu'à part le nom de Farnisa Zeid, on parle plutôt un portrait d'homme. Et du coup, pour faire une petite transition avec une de nos invités dans notre salle, nous avons avec nous Seda Fejal ce soir, qui est aussi elle est écrivaine, elle vient de la Turquie, mais elle a choisi d'écrire en français. Et du coup, peut-être comme un témoignage, qu'est-ce que vous en direz? Parce que vous êtes dramaturge, vous avez écrit pour le théâtre, vous avez écrit votre premier roman l'année dernière. Et du coup, peut-être, d'après tout ce qu'on a raconté, vous êtes une nouvelle figure qui sort de cette tradition qui ont écrit en turc pour la Turquie. Vous êtes vraiment, du coup, c'est une nouvelle génération, une nouvelle façon. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Alors moi je suis une femme de plateau, donc moi j'ai un peu désacralisé l'écriture en fait. J'ai commencé à écrire parce que j'étais comédienne, metteur en scène, donc j'ai commencé à écrire des dialogues pour des spectacles. Au début je me disais que j'étais pas du tout dramaturge en fait. Pour moi ça faisait pas de moi une écrivaine d'écrire des petits textes, Et puis un jour, mais vraiment très tardivement, après avoir écrit beaucoup de textes en turc, je me suis dit que j'écrirais ma première pièce de théâtre, mais une vraie pièce de théâtre avec un début, une fin, avec des didascalies soignées, avec
là, c'était vraiment pour la première fois une écriture aboutie pour moi. Et en fait, si ça n'avait pas marché, j'aurais arrêté là, je pense, parce que c'est vrai que c'est un peu le sérail, la littérature française. Et quand j'ai envoyé, que ça a marché parce que j'ai eu un prix, ensuite j'en ai écrit, surtout mon deuxième texte a été vraiment beaucoup joué, beaucoup produit, beaucoup traduit dans d'autres langues aussi. Il y a eu plusieurs productions en Allemagne, aux États-Unis, en étant traduit du français. Après j'ai été traduit vers le turc, donc c'était encore un autre voyage. Et puis ensuite j'ai enchaîné, mais par exemple le roman, pour moi c'était impossible de m'imaginer romancière en français, alors que j'avais déjà un roman et des nouvelles en turc. Et puis arrive le confinement, j'ai à peu près une centaine de pages sur un projet théâtral. On devait entrer en résidence, que David connaît. Et puis la résidence est annulée. Je me dis soit j'entre en dépression, soit j'en fais un roman. J'en fais un roman, effectivement ça a très bien marché, ça a été publié chez Lattès, vraiment, enfin c'était un miracle. J'envoie le tiers du roman chez Lattès, j'avais une réponse. 3 jours après, je signais le contrat en fait. Et maintenant, ça a été adapté au théâtre par une metteuse en scène, donc ce texte va faire un autre voyage vers le théâtre maintenant, après être passé par le roman, et ça va être traduit en turc pour 2023. Donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup fait de... Oui, moi je viens du plateau, je viens pas des mots au départ, donc aller vers le roman, pour moi, ça a été vraiment une suite de cette aventure d'écriture. Je pense que j'aurais jamais osé me dire un jour que j'écrirais vraiment un texte en français étant une autrice francophone. Voilà, ça c'était... Après, peut-être, il faut dire aussi quelque chose. Effectivement, il y a peu de femmes dont on parle, Timur, dans la littérature turcophone de France. Ou, je sais pas. Oui, non, il n'y en a pas. En fait, il y a des voyageuses, il y a quelques textes de Adalet Ağoğlu, de Tezel Özgür. Oui. Enfin, c'est vraiment anecdotique. D'ailleurs, il y a une pauvre étudiante qui a choisi comme sujet les flâneuses turques à Paris. Ouais, galère, pour rentrer. Ouais, mais c'est merveilleux ce qu'elle fait, non? Non, pas ça. Une plus jeune qui est à Paris, okay, qui est venue de Turquie pour faire sa thèse, elle est en master, et elle n'arrive pas à remplir les pages. Tellement il y a peu de témoignages, donc il va falloir qu'on en fabrique en fait. Ouais. On en invente. Alors moi je voulais dire bizarrement, il y a une génération avant, il y a une femme dans la génération précédente, soit Davish. Bien sûr, donc, merveilleuse, oui, grande scénariste, bien avant, bien sûr. Romancière. Bien sûr. Mais ça c'est l'époque kémaliste, etc. Donc alors maintenant qu'on se serre plus les coudes, nous par exemple, on a créé... pardon, je fais une petite parenthèse dessus, mais je pense que ça va t'intéresser aussi, Timur. On a créé un parlement des écrivaines francophones. On était 3 au départ, avec Leila Slimani et Faouzia Zohari. Et puis aujourd'hui, on est 110 femmes écrivaines de 5 continents, de 30 pays. Et on fait plein de choses parce qu'à un moment donné, il faut bien amplifier les voix féminines. Parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fait. Donc voilà, c'est aussi une manière de... Et là, on a vraiment Enfin, notre maison, c'est le français, mais on a toute une double culture. On a on a l'Afrique subsaharienne, on a des Québécoises, on a des Belges, enfin, c'est très joyeux, il y a le Moyen-Orient, il y a peu d'Asie et Amérique du Sud, mais enfin bon, voilà, il faut aussi, je pense que les femmes aussi aujourd'hui se prennent en main pour aussi se faire publier, faire des activités pour faire entendre leur voix. Mais tu sais, quand tu regardes la production littéraire en Turquie dans ces années-là, il n'y avait pas non plus... Oui. Il y avait des très grands noms comme Nezihe Meriç, Adalet, après Leyla Erbil, mais enfin, il y en avait quelques-unes. Les hommes avaient occupé toute la place, et voilà. Donc finalement, dans ce qui reste, dans les voyageuses ou séjours à l'étranger, il ne pouvait pas y en avoir beaucoup. Ouais. Nora Cheni avait dit, quand elle avait vu le bouquin, là, Istanbul Uyghur, je lui avais dit, mais sont où les femmes là? Il n'y a pas de femmes, tu l'as fait exprès, enfin je me suis fait engueuler. Je dis non, il n'y en a pas, quoi. Enfin moi j'en ai pas trouvé, pourtant j'ai bien raclé les fonds de tiroir, je suis allé voir partout, mais quand il n'y en a pas, oui, elles ne venaient pas. Chez Clotilde, il y a des femmes magnifiques. Ouais. Oui, il y a 2 femmes, dont Farel Lissazek qui est l'aînée, et puis Tiragé, Dickman.
Mais j'aimerais aussi parler de Ale Assaf, qui est une artiste qui est morte très jeune, 27 ou 28 ans, et elle est venue à Paris. Donc alors j'ai plus ces dates vraiment en tête, mais elle vient à Paris dans les années 20. Je crois qu'elle meurt en... C'est en 39. Ouais, 39, parce qu'elle rencontre Fikret Moala à Paris. Ils sont dans le même atelier de peinture. Très belle artiste, bon, alors qui est encore moins connue en France, mais voilà, il y a quand même plusieurs femmes artistes. Et puis je pense aussi à Siemia Bergsoy, qui a plusieurs cartes dans son jeu, si je puis dire, puisqu'elle est chanteuse d'opéra, dessinatrice, peintre. Alors j'ai pas tellement travaillé sur elle, mais en tout cas quand on regarde ses catalogues, elle a dû avoir une vie flamboyante et assez incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bien résumé. Mais c'est très à la mode en ce moment de parler des femmes artistes. Donc c'est bien aussi parce que ça permet de montrer qu'il y a eu une création. Après, moi, j'aime pas faire des comment dire, en peinture. Par exemple, Farenissa s'est toujours dit, moi, je suis une artiste. Je suis pas une artiste femme, je suis une artiste. Je lisais la biographie de Sonia Delaunay qui est sortie récemment. Elle note aussi qu'elle se considère comme une artiste, pas définie par son genre. Bon, après, c'est d'autres problématiques dont on parle aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important aussi de mettre ça en perspective parce que aujourd'hui, le genre, comme on dit, est très à la mode et on en parle beaucoup, et tant mieux. Mais je pense que dans les années, enfin au début du XXe siècle, c'était pas évident pour une femme de s'imposer dans un milieu quand même très masculin, très patriarcal. Et puis on n'était pas forcément accepté. Farenissa, c'est une des premières femmes à rentrer dans les ateliers de peinture qui acceptaient les femmes. Mais ça venait aussi de son milieu social. Elle avait un petit avantage social. Elle avait un petit avantage parce que quand on débarque de sa campagne française ou turque, c'est pareil. C'est pas évident parce qu'il faut quand même braver les interdits qui sont plus ou moins tacites. C'est pas évident. Et puis, voilà, aujourd'hui, les femmes ont quand même plus de liberté et après, il faut les sauvegarder et se battre pour garder cette liberté. Une femme qui écrit, une femme qui peint, c'est une femme dangereuse. Oui. Non, mais ce qui est intéressant dans la redécouverte de certains noms, alors, donc il n'y en a pas, on peut creuser, on ne va pas les trouver, mais quand il y en a et qu'elles ont été négligées, maltraitées, etc., bon, il faut absolument... Il faut réécrire l'histoire culturelle, c'est à ça que ça sert, et c'est très bien. Il y a plein d'exemples en littérature. Bon, alors en Turquie, par exemple, il y a toute une série de femmes de la République. Il y a, bien sûr, Suat Dervish, dont on trouve les œuvres complètes, et c'est assez étonnant quand même ce qu'elle a écrit, quand on regarde dans le détail. Il y a Nezihe Mutin, qui a écrit aussi beaucoup à cette époque-là, bon, elle était plus connue comme femme fondatrice de partis politiques. Il y a Peride Djelal, il y a toute une série qui ont été mises de côté. Il faut les réintégrer dans l'histoire du roman, par exemple. C'est vrai que ça change la perspective. Elles n'écrivent pas les mêmes choses, elles sont assez inventives. Par exemple, Suat Dervish a toute une série de romans gothiques. Là aussi, je regarde ça en ce moment, c'est le gothique turc qui existe, oui. On ne sait pas ce que c'est exactement, mais ça existe. C'est pas le gothique anglo-saxon, c'est pas le gothique allemand. Et bon, elle a eu cette idée de faire des choses un peu à la limite du roman populaire, mais très bien, ça ne nous gêne pas. Et après, il y a toute une série de figures aussi. Bon, par exemple, une des grandes interlocutrices des écrivains turcs rentrant de Paris, etc., c'est Adalet Cimcioz. Donc, qui était, je ne sais pas si vous connaissez cette figure, qui était sous-titreuse, en fait, doubleuse de films, etc., qui connaissait l'allemand et l'anglais, et qui va ouvrir une galerie d'art, la galerie d'art Maya, qui est la première grande galerie d'art, enfin, pas très grande d'ailleurs, mais galerie d'art importante à Istanbul. Et là, tout le monde se précipite. Donc, elle truste, elle anime, elle a un rôle de passeuse extrêmement importante, plus que beaucoup d'hommes, en fait. Donc, il faut la remettre dans cette histoire de la culture contemporaine. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres à droite, à gauche, qu'on va retrouver, des photographes. Yıldız Moran, je ne sais pas si tu pensais à ça, mais Yıldız Moran, c'est un phénomène, voilà, qui a été éclipsé à un moment, puis qui maintenant, on en reparle, ça, c'est bien, c'est une bonne mode d'en parler. Alors, je
voulais juste rebondir, parce que je pensais à ça en vous écoutant. Il y a eu beaucoup de femmes pionnières en tant que marchandes, que galeristes. Ah oui. Donc je parlais tout à l'heure de Denise René en France, mais c'est vrai que la plupart des galeristes qui ont défendu l'abstraction ou la figuration, enfin plutôt l'abstraction, mais je pense à Colette Alendi, à Lydia Conti, à Denise René, à Iris Clair bien sûr, toutes ces femmes qu'on redécouvre et qui ont fait un travail extraordinaire. Voilà, et Iris Clair qui était la marchande de Mubin, hein, par exemple. Lydia Conti aussi, qui a exposé Nejad plusieurs fois, Colette Alendi aussi. Tout ça, c'est important. Un peu la suite des salons du 18e. Oui, on peut dire ça. Et puis en parlant de salon, c'est vrai que Nejad, il a sa première exposition en France grâce à sa rencontre avec Alice Toklas, qui était la compagne de Gertrude Stein. Et bon, Gertrude Stein, il ne l'a pas connue parce qu'elle venait de mourir quand il arrive à Paris en 1946. Mais il est vraiment défendu par Alice Toklas, qui introduit à Maratier, le directeur de la galerie à l'art où il expose. Voilà. Mais oui, il y a deux femmes dans ce livre qui ont des parcours totalement différents, deux carrières, ou si je peux parler de carrières totalement différentes. Tiragé qui est peut-être plus discrète par rapport à Farel Nissa, qui a une très belle œuvre qui est moins connue, mais qui est moins connue parce qu'elle est moins diffusée, en tout cas en France, hein, peut-être qu'en Turquie c'est différent, et puis discrète de par son parcours, elle se met en retrait aussi beaucoup. Oui, c'est son caractère. Son caractère. Elle était un peu dans l'ombre de Léopold Lévy. Oui. Hein, elle a été son élève, on ne sait pas exactement leur rapport, ce rapport qu'ils entretenaient, mais oui, elle a laissé la place à Léopold Lévy, elle s'est effacée. Ben, souvent les femmes se sont effacées. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de remettre en avant ces artistes. Il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Pionnières. Voilà, il y a toujours eu des femmes artistes. Hein. Simplement, on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense à Artemisia Gentileschi, qui s'est battue elle aussi pour pouvoir travailler dans l'atelier de son père et faire du nu. Enfin, voilà. Il n'y a pas de dramaturge, sinon. Non. Tu veux dire femme ou homme? On s'en fiche. Mais je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a qu'une pièce, représentée en français, c'est une pièce de Vedat Nedim Teuj. Et c'est un événement, en fait, en 54, 55. Il vient pour ça. Bon, c'était un peu un officiel de la République kémaliste. Lui, il avait toutes sortes de fonctions. Après, il était à la banque, c'est ça? Il était dans les affaires culturelles d'une banque. Donc, il y a ça qui est raconté dans pas mal de chroniques. Mais il y a une pièce. Mais il est bien. Je n'ai jamais Tu vu. la connais pas? Non. Je n'ai pas eu la curiosité de... Non, tu connais pas le texte? Non. Mais bon, lui, je le connais parce que j'ai lu ses mémoires, que c'est quelqu'un quand même intéressant dans le domaine culturel. Mais alors, il est très fier parce que la pièce, elle est représentée en France. Enfin, il y a un lancement européen pour une pièce dont personne ne se souvient maintenant. Ça fait un peu copinage, quoi. Un peu promo. Ouais, voilà. Mais c'est tout ce que... Par contre, au théâtre, il y a quand même une personnalité. Ah, oui, alors... Bah oui, il y a Mehmet Ulusoy quand même. Oui, mais il n'est pas auteur, mais il avait pas... Oui, mais il a quand même été très... En France, il a eu véritablement une vraie aura dans le monde du théâtre. Et encore des traces, il a quand même joué... Pourquoi Bénergie s'est suicidé au Palais des Papes à Avignon. Hein, donc il il avait a vraiment... Voilà, et puis il avait une compagnie, il était au théâtre, il a été reçu dans tous les théâtres. Oui. Et alors, pour rebondir sur Mehmet Ulusoy, le sculpteur Kuzgun Adjar, qui est un très très beau sculpteur et qui est mort lui aussi très jeune quand même, a fait tous les masques. Alors là, j'ai un trou pour lui, vous allez me le dire. C'était la pièce de... C'était une pièce russe, non? Je ne sais pas si c'était pas dans les eaux glacées du calcul égoïste, un truc comme ça. Je ne sais plus dans quelle pièce c'était. Dans quoi? Ah, dans Brecht? Ah voilà, c'est ça. Le cercle des poètes... Non, le cercle des... Le cercle des poètes... c'est Brecht. Non, les Brecht, c'est Brecht. Mais excusez-moi, je ne me souvenais plus, mais effectivement, il a fait toute une série de masques pour... Brecht, alors, ouais. Ouais.
Et puis tu sais, par exemple, tu disais que Haldon Tanner avait été plus ami avec des Allemands quand il était en Allemagne. Il avait surtout écrit dans la presse allemande des choses assez prestigieuses. Il avait des commandes en fait. Et il connaissait du monde, oui. Ça, c'est les gens du théâtre, hein. Parce qu'un romancier est seul à son bureau, alors que les gens de théâtre, ils sont forcément, on travaille, c'est un art collectif, donc forcément tu... Et surtout très bon journaliste. Mais Mamet a galéré aussi à Paris au Ouais. départ, hein. Quand il est arrivé en 74, quelque chose comme ça. Oui, mais après, il est c'était copain la galère. avec Hein, Césaire, il est copain oui, avec... mais avec les relations qu'il a pu se faire dans le milieu Théâtral. effectivement théâtral. C'est un art moins solitaire. Oui, tout à fait. Forcément. Comme Yilmaz Güney par la suite Oui. aussi. Puis Haldon Tanner, il n'était pas jeune quand il a fait ce séjour en Allemagne. Il avait plus de 45 ans. Il avait déjà une aura. Tu vois, c'est pas les conditions du petit débutant qui arrive sans connaître personne. J'aurais encore une autre question à la fois pour les écrivains et aussi pour les artistes. Est-ce qu'on parle comme une sorte de centre de gravité uniquement de Paris, comme la ville lumière d'attraction, ou est-ce qu'ils ont visité ou est-ce qu'ils ont vécu dans d'autres villes de la France, dans d'autres régions? Est-ce qu'ils ont raconté des choses? Ça dépend, hein. On ne peut pas dire oui pour tous, mais certains meurent à Paris, d'autres rentrent en Turquie où ils décèdent. Mais Paris, c'est vrai, bon, encore une fois, c'est la capitale des arts, hein, jusqu'aux années 60. Mais après, certains voient le vent un peu tourner parce qu'ils sont plus sollicités pour exposer, pour prendre part vraiment à cette aventure. Ils se rendent même compte qu'à Paris, bon, il se passe, je ne vais pas dire qu'il se passe plus grand-chose, mais que voilà, l'émulation est ailleurs et que ça se déplace à New York. Donc certains rentrent en Turquie, d'autres partent à l'étranger, mais certains oui, finissent leur vie à Paris. Remzi Racha est mort à Paris, Albert Bitran aussi, Abidine aussi. Mubin aussi, oui. J'essaie de tirager, elle meurt en Turquie, à Buyukada. Farah Nissa, elle meurt à Amman. Farah Nissa, oui, elle a quand même une vie internationale dans le sens où elle... je ne vais pas raconter sa vie maintenant, mais bon, elle passe une partie de sa vie entre Londres, Paris, l'île d'Ischia et puis Amman. Voilà. Fikret Moella meurt en province. Fikret Moella, il meurt dans le sud de la France, oui, à Rayane. Rayane. Il est pris en charge en quelque sorte par une femme, Madame Anglaise, hein, je crois, Oui, c'est ça, qui était la femme, c'est ça, du maire du village de Rayane. Et donc il meurt là-bas. Et je crois que d'ailleurs, hein, ses cendres ont été rapportées en Turquie, non? Il n'y a pas... Je crois qu'il est... Oui, Ses restes ont été... Il y a là où il y a Abidine aussi. Abidine, le cercueil a été envoyé en Turquie, mais il est mort ici. Oui, tout à fait. Selim Touran aussi. Selim il est Touran. mort. Il est mort ici, mais il a été enterré en Turquie. Oui, il a enterré. Oui. Et Nejad? Et Nejad est mort en Pologne, il est enterré à Nowy Sącz, dans le sud de la Il y avait Pologne. une femme polonaise. Et là, il a eu 2 femmes polonaises. Elle a un tropisme. Alors, moi, je voudrais répondre plus brutalement, c'est-à-dire que les écrivains turcs n'ont absolument pas envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Hein, presque tous. Il n'y a aucun texte, pratiquement, sur une ville de Paris. Il y a quelques textes sur Marseille, parce qu'ils y passaient quand ils arrivaient en bateau. Bon, alors, ça fait un peu hommage. Puis Marseille, c'est un peu Méditerranée, donc c'est honorable. Alors, le reste, pas question, hein. Pas de texte sur Nancy, pas de texte sur Lille, pas de texte sur Brest, pas de texte... Non, rien. Paris, Paris, Paris. Hein. C'est une obsession et on n'en sort pas. Voilà. C'est comme ça, Bon, ça a un peu changé quand même. S'il te plaît. Oui. Une exception pour Grenoble. Oui. Saïd Faïd a écrit une nouvelle. Oui, mais bon, tu sais pourquoi il était à Grenoble, parce qu'il s'était fait virer de Lausanne et que, bon, il a pu aller que là, puisqu'il il faisait des études. Mais c'est... Bon, il y a aussi, par exemple, Dijon. Sabatini Hubolou, Vedat Gugnol vont à Dijon. Mais il n'y a pas de texte. Je veux dire, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est vivre à Paris, raconter le quartier latin. C'est obsessionnel, en fait. Hein. Il y a l'intime avec Besançon. Oui. Bof. Sur le tard, hein, mais c'est pareil. Sur le tard, oui.
Il fait nuit à 5 heures, il fait froid, enfin, qu'est-ce que tu veux raconter sur... Bah, Paris aussi. Hein. Non, mais bon, c'est vrai qu'on comprend la raison parce que c'est un mythe et qu'il faut vivre le mythe. Mais c'est un petit peu dommage parce que Gaillet, tu disais que, bon, par exemple, Abidine est allé beaucoup en Bretagne, non, à un moment? Non, il allait beaucoup dans le Midi, lui. Ah, dans le Midi. Avec sa femme, ils allaient beaucoup dans le Midi. Bon, enfin, il y a eu des... Antibes, Bon, il y a des lieux de vacances quand même. Pour, il restait, par exemple, il a été dans l'atelier de Picasso à Antibes, il est resté un certain temps. Après, il passait. Ça, c'est pas pareil. Il aimait la côte sud, donc Ouais. il y allait volontiers Saint-Paul-de-Vence, etc. Ils allaient pratiquement tous les ans de ce côté-là. Il a investi aussi l'atelier de Nicolas de Staël Oui. à Antibes. Oui. Très peu de temps après le suicide de C'est Staël. ça, on les a placés là, le couple. C'est vrai qu'Antibes, on associe à de Staël. Par contre, Remzi a des tableaux, c'est la Drôme, non? Oui, la Drôme. Il a aimé la Drôme, oui. Mais et avant, avec Léopold Lévy, ils étaient du côté de la Ciotat. Ils allaient peindre tous les deux à la Ciotat pendant plusieurs années. Et puis après, quand je l'ai connu, c'était plus au nord, dans la Drôme provençale. C'est beau aussi la Drôme. Ah ben, c'est magnifique. Et retrouver les montagnes du Kurdistan. Et la reconnaissance en Turquie, une fois rentrée ou pas Plus pour eux, Clotilde, ouais. La reconnaissance en Turquie, j'ai l'impression que ça vient bien plus tardivement en fait. Alors Nejad, il expose au moment de l'ouverture du centre culturel allemand à Istanbul. J'ai plus la date en tête là, je pourrais vous la dire tout à l'heure. Voilà. Mais sinon, c'est à partir des années 80, quand il y a les galeries, je pense aux 2 galeries Neve, à l'origine il y avait la galerie d'Istanbul, mais les galeries Neve qui sont les premières quand même à défendre et toujours aujourd'hui à montrer les artistes turcs de cette génération. Vous parliez tout à l'heure de la galerie Maya, effectivement. Il y avait Yashi Baraz aussi, qui fréquentait Nejad, il allait souvent le voir en Pologne. Voilà, donc il l'a présenté régulièrement. Voilà. Mais alors aujourd'hui, évidemment, ils sont tous quand même très célébrés en Turquie. Hein. Très Ça, cotés. Très cotés aussi, oui. Mais je me dis parce que pour les écrivains, il y avait quand même une certaine reconnaissance déjà, alors que pour les peintres, ni en Turquie ni en France, enfin à part 2-3 critiques, ça devait être terrible d'avoir zéro reconnaissance quand même. Parce que C'est sur le tard. Oui, c'est ils beaucoup sont plus rentrés tard. dans les musées et tout ça en Turquie, mais les peintres, par exemple, les peintres sont à Istanbul moderne, à Sabancı, ça, il y a des toiles de plusieurs de ces peintres-là. Il y a beaucoup d'expositions aussi qui ont été consacrées à l'école de Paris. Mais... J'ai envie de dire quand même que c'est la Turquie qui, la première, a fait des expositions sur ce qu'elle a appelé l'école de Paris turque. Voilà. C'est vrai que bon, après... En France, même l'idée d'école de Paris, je parle de la seconde, a été très... il y a un côté très suranné de parler de l'école de Paris, on a vite oublié, c'est la caricature, etc. Puis souvent les gens confondent l'école de Paris, c'est pas du tout un truc franco-français, au contraire. C'était vraiment très international. Et c'est étonnant de voir toutes ces nationalités qui se sont retrouvées à Paris à un moment précis. Bon, après, certains sont totalement tombés dans l'oubli, mais... c'est vrai que c'est Georges Mathieu qui fait figure de précurseur et même de transmetteur entre les États-Unis et puis la France, puisque c'est lui qui découvre Pollock en quelque sorte et qui le fait exposer en France, enfin à Paris. Enfin, je dis Paris parce que c'est vrai que c'est Paris, la scène artistique, voilà. Mais oui, la Turquie, finalement, a quand même très tôt redécouvert... ces artistes SES, ces artistes... très tôt, pas par rapport à leur pays. Oui, mais par rapport à la France. Oui, parce qu'en France, on les connaît encore relativement peu. Non, mais je parlais de leur vivant. Oui, de leur vivant, oui, bien sûr. Extrêmement douloureux. La vie artistique, enfin la vie liée aux expositions était comme très faible en Turquie jusqu'en 80. C'était très très limité. Il y avait, quand on regarde les lieux, bon, il y avait des halls de banques, il y avait quelques galeries, mais enfin très artisanales, je dirais, pas du tout systématiques et professionnelles comme après. C'est les années 80 en fait. Ouais, les centres culturels étrangers, par exemple le centre culturel français ou américain à New York, à Istanbul, ont montré souvent des expositions de peinture, mais tout ça se traînait. Et du coup, il n'y avait pas la place pour des rétrospectives, C'est vrai qu'on change de vitesse de croisière après 80,
avec l'irruption du privé aussi. C'est quand même ça. Là. Avant, c'est l'État, les municipalités, les Al-Kevleri qui font tout. D'un seul coup, on passe à l'argent vrai système. Quoi. Au capitalisme avec Mais bon, ça a mon côté, puisque ça a énormément développé la vie culturelle moderne. Maintenant, on en est, d'ailleurs, Istanbul, on est dans des délires avec des centres, on parlait de ça tout à l'heure, je ne savais pas lequel, mais moi je suis allé visiter Artej, qui est à Dolapdere. Vous dites, c'est quoi ces sommes d'argent folles pour des trucs, il n'y a personne, pas de public. C'est plus international. C'est même extra-national, c'est pas en Turquie, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. On voit partout. Alors d'une part, c'est ce qu'on voit partout, et puis surtout ce qui est choquant, il doit être un peu vieux jeu, quoi, mais il n'y a pas de public. Non. C'est pour quel public si les Turcs ne viennent pas C'est des gens qui achètent les œuvres, qui se revendent et qui font monter non, c'est de prestige, quoi. C'est pour un peu pour la galerie, pour la banque, parce que généralement on coach, parce que c'est coach qui fait ça. Et du coup, ça fait un truc un petit peu bizarre, quoi. Alors que je pense que l'idée des années 80, c'était quand même de, malgré tout, démocratiser les arts, quoi, les montrer, les faire connaître. Là, on en est loin. Il y a deux artistes dont on n'a pas parlé quand même, et pourtant c'est postérieur, mais elles sont encore là. C'est quand même Paris, quoi, leur ville. C'est Alele Bouzia Sizvi pour la céramique, et puis Nili Alter, qui est quand même une artiste extrêmement reconnue dans le monde entier. Les deux sont extrêmement elles sont reconnues. toutes les deux très très connues, ces deux femmes, et donc contemporaines, qui sont venues beaucoup plus tard que les peintres dont on a parlé, mais qui ont une carrière énorme. Dans le monde entier. Une autre génération. C'est une autre génération. Oui, tout à fait. Et c'est bien de dire leur nom pour qu'ils résonnent ici ce soir. Voilà. Et surtout peut-être, si je peux me permettre, dans un rétrospective à Makval qu'on avait visité il y a 2 ans, je pense, avant la pandémie, Nili Alter, que nous, on ne connaissait pas quand on venait d'Istanbul, on avait vu à quel point son œuvre aussi, il était lié à la question de l'immigration de la Turquie en France, donc ça nous avait choqué aussi son art très engagé. Du coup, j'aimerais aussi poser une question, parce que souvent, nous, on a l'impression qu'il y a 2 vagues, ou il y a deux espaces parallèles qui ne se touchent pas. Ces gens-là, écrivains, artistes qui viennent de la Turquie, et puis, comme une autre couche, il y a l'immigration turque de travail en France qui ne se côtoie pas souvent. Est-ce qu'il y a des points, des noms qui se croisent, qui se coupent, comme par exemple dans l'exemple de Nili Alter, des écrivains engagés qui ont parlé de la réalité de l'immigration turque en France? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques années, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, il y a eu quand même un roman, La langue de personne, de Sema Kılıçkaya, qui est une écrivaine qui vit à Chaumont, là-bas, dans les provinces obscures, qui s'en porte très bien d'ailleurs, et qui a écrit un très beau texte sur une famille. Mais bon, alors il se trouve que c'est une famille du Hatay, donc qui est arabophone et turcophone, donc moyennement représentatif peut-être de l'immigration turque, mais enfin c'est représentatif quand même. Ça, c'était très bien, écrit en français directement, et avec beaucoup d'humour, racontant tous les petits conflits à l'intérieur des femmes de la famille, en fait. Le père, il est dans les hauteurs, il voit s'agiter tout ce petit monde. Donc il y a eu très peu de littérature, de témoignages sur l'immigration. Par contre, il y a un auteur assez génial en Belgique, un francophone, Kenan Görgün, que nous recevrons à l'INALCO la semaine prochaine. Je fais la pub. Mercredi, il y a une journée sur la Turquie, donc on l'a invité. Et c'est un garçon donc, qui est un enfant de maraîcher turc de Gand, et qui a plongé dans la littérature très tôt, contre l'avis de sa famille qui voulait un autre maraîcher. Donc lui, il a dit non, je ne serai pas maraîcher, je vais faire des scénarios, je vais écrire. Donc il a écrit plusieurs romans assez intéressants, dont le dernier qui se passe dans la banlieue de Bruxelles sur un groupe djihadiste. C'est vraiment une sorte de roman de thriller très impressionnant. Avant ça, il avait écrit donc un petit texte sur la vie intérieure, voire sexuelle, mais bon, intérieure, des immigrés, qui s'appelle Anatolia Rhapsody, qui est assez drôle. Et puis il a fait un livre emblématique sur Gezi qui s'appelle Rebellion Park, et qui est formidable. Alors il n'est pas très connu, mais il a des perspectives celui-là. Et surtout, il est, comme dit ce titre, il est très rebelle.
Donc il n'est pas dans la conservation des non, pas du tout. Hein. Lui, il tape dans le tas, enfin, il rentre dans le lard de cette question d'immigration parce qu'il a envie d'en dire plus et essayer de dire des vérités, des tabous, enfin briser des tabous. Mais c'est un Belge, enfin, c'est un turco-belge. En France, il n'y a pas vraiment... Il y a Marie Klein qui a eu le concours du premier rôle. Oui, oui, il y a Maher, oui, bien sûr. Mais bon, il n'est pas très représentatif de l'immigration turque. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails de sa biographie, mais on imaginerait plutôt quelqu'un vraiment... bon, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais vraiment quelqu'un d'une famille turque, standard, qui à un moment dit les choses, quoi. Et c'est plus le cas de Sema Kılıçkaya. Maher, c'est déjà un outsider, en fait. C'est une sorte d'ovni. Hein. Je crois qu'Ali demandait aussi s'il y avait une interaction entre cette population immigrée et les artistes dont on a parlé là. En termes historiques, déjà, c'est ceux dont parle Clotilde, les peintres, etc. À ce moment-là, il n'y a pas d'immigrés. Donc eux, il y a une espèce de diaspora turque intellectuelle et tout ça qui se voit entre elles. Dans la mesure où l'immigration arrive à la fin des années 60, cette génération-là n'est pas concernée par les immigrés. Mais par contre, la question est très pertinente. Par la suite, il n'y a pas non plus de relation. Il n'y a pas de relation entre ces diverses classes sociales finalement, toi, des classes sociales différentes. À LLE, tu as reçu... À LLE, j'y arrivais, oui. J'y arrivais à LLE, mais ça a pris beaucoup de temps, mais on y est arrivé un peu. C'était pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Tu fais venir un écrivain turc de renom, on va dire, qui a un statut en Turquie, tu le mets avec une population d'origine immigrée, ça peut coincer. Sauf Yaşar Kemal, qui à chaque fois jouait fantastiquement. Non, mais lui, tout lui allait très bien. Parce que lui, il arrivait. Moi, je l'ai emmené à Mulhouse, voir dans des classes de collège. Il a été fantastique avec les enfants d'immigrés, arabes, turcs, etc., qui étaient là. Il est venu à LLE à Paris. Il y avait des familles immigrées qui étaient venues aussi. La société bondée, il discutait avec tout le monde, mais ça, c'était un personnage à part. Donc c'est pas courant, c'est une des difficultés d'ailleurs, c'est dommage, parce que ça serait bien d'avoir des interactions et des allers-retours entre différents, parce que en fait c'est social aussi, c'est entre différents milieux, tout le monde est turc, mais pas de la même manière. Moi je vais beaucoup dans des classes, parce que en fait quand mes pièces sont montées dans des scènes nationales ou municipales, en fait souvent les théâtres ont des accords avec les lycées, collèges, etc. Et tu as toujours, quand on va en province, il y a toujours, souvent, on nous envoie dans des collèges et des lycées qui sont en banlieue, tout ça, et il y a toujours 2-3 gamins, et ils ne le disent jamais en fait. Je reconnais à leur prénom parce que... mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est pas pour nous. La culture, c'est pas pour nous, les musées, c'est pas pour nous. Enfin, tu connais bien sûr mieux que moi, mais de toute façon, à Paris, il n'y avait aucun endroit où on rentre. Ils se rencontrent entre les différents. Donc jamais ils vont dire ah madame, je suis turque, jamais. Non. Après, il va falloir subir les copains pendant un mois. Après, il y a la question de mépris de classe aussi, ça il faut le dire aussi. La bourgeoisie turque, parce que les artistes, quand même, beaucoup viennent quand même des milieux bourgeois. Il y a un mépris de classe qui est sans doute, même souvent, peut-être plus féroce que le mépris de classe qu'on peut avoir en France entre les classes populaires et la bourgeoisie. Je crois qu'il y a quelque chose de dur dans le mépris et dans le... C'est un truc, enfin moi je suis pas psychiatre, mais il y aurait un truc à analyser sur effectivement pourquoi tant de mépris, j'ai envie de dire. Pourquoi tant de moi je sais déni. pas si c'est du mépris, je suis pas du d'accord déni, avec toi. C'est pas du mépris, c'est une passion pour un métier et il n'y a pas la place. Bon. Non, il y en a qui on parle pas des anciens peintres, hein, c'est pas... Oui, mais je veux dire, la pratique d'un art, c'est exigeant et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à communiquer. Je pense que pour le théâtre, ça marche très bien. Maintenant, un peintre,
Moi, j'ai vécu avec un qui était spécial, mais quand même, je le voyais, je l'aurais jamais vu aller dans une classe, intervenir, expliquer comment il travaillait. C'était pas son boulot, c'est un autre Non, boulot. mais on ne parle ça. pas que d'aller dans une classe, c'est d'avoir des contacts, Oui. d'avoir une interaction. Eh bien, il pouvait avoir des contacts autour d'un verre, et voilà, et on pouvait parler quand même. Il n'y avait pas, moi, je n'ai pas vu de mépris de classe. Oui, mais jamais. lui n'était pas de la génération où il y a les immigrés économiques qui sont là, Oui. c'est ça, c'est pas la même Les- chose. Hein. Les jeunes artistes comme CEDEF, les jeunes écrivains, si. Non mais ont plus l'habitude de ce système. On va dans les établissements scolaires, on va, il y a une demande en fait des régions, des départements. Comment? On est obligé. Oui, enfin Quand c'est on a pas. un contrat, si. Oui, mais je veux dire, c'est pas si désagréable que ça, mais ça se fait, du coup, on s'habitue, on peut... bon, peut-être en 1970, enfin c'est sûr, ça se faisait pas de la même manière. Donc, voilà. Avec mon roman aussi, j'ai fait énormément de classes, de collège, de lycée, énormément. Donc ça se fait de plus en plus en fait. Ça fait complètement partie... en plus, il y a des résidences d'écriture, il y a tout Bien ça. sûr. Ça fait partie du mode de fonctionnement financier d'un jeune écrivain. Oui. C'est pas possible pratiquement autrement. À ceux qui sont pros, qui n'ont pas un autre métier, ben, il n'y a que ça. Il faut faire des ateliers, il faut faire des projets avec les profs de lettres, et c'est pas mal. C'est très bien parce que quand on arrive, le prof de français a déjà fait étudier des parties du texte, donc on parle, on est... Et puis moi j'aime bien aussi désacraliser l'écriture, dire que voilà, en parlant je fais encore des fautes de genre, mais c'est voilà, quand j'écris, je travaille pour soigner ma langue, mon style, et que ça peut se faire. Et parfois les enfants qui veulent pas du tout, qui pensent absolument pas pouvoir écrire, je leur dis ben alors écrivons quelque chose avec vos téléphones portables, faites-moi des screenshots avec, je sais pas, moi, racontez-moi une histoire avec 6 captures d'écran. Enfin, donc il y a aussi des nouvelles manières d'écrire, donc et c'est très bien, je trouve, tout ce programme, les artistes dans les lycées, dans les collèges, c'est formidable. Oui, parce que là, ils peuvent se dire c'est pour moi. Ouais. C'est possible. S'ils voient un exemple. Quand c'est trop abstrait. Quant à Milia Tab, elle a effectivement beaucoup travaillé avec les populations, pour le coup, les populations immigrées économiques. Mais j'ai envie de dire, les immigrés sont son sujet, son sujet artistique, puisqu'elle travaille beaucoup avec la vidéo. C'est une des artistes pionnières dans l'introduction de la vidéo dans les arts plastiques. Et donc, les immigrés sont un sujet qu'elle a exploité dans plusieurs de ses travaux. Il y avait je crois que toujours il a en vie, Hufsu Topuz, il est journaliste, écrivain, et il a écrit un bouquin sur Mualla, et il a parlé beaucoup dans les autres livres de Moubine et des autres. Donc il a quand même contribué pour faire connaître les artistes peintres ou écrivains turcs appartenant à l'école de Paris. Donc je voulais juste faire une parenthèse. Tu parles du père qui a 98 ans, il a 100 Non, ans. Hufsu Topuz, je parle de Hufsu Topuz. Le père, Le père, bien sûr. Il est ami de Abidine, il est connu aussi Nazım Hikmet, il est côtoyé à l'époque. Il est rentré en Turquie, lui. Oui, il était là, il est... Oui, il venait à Paris, il était diplomate, si je ne m'abuse. Oui, il travaillait à l'UNESCO. Il travaillait à l'UNESCO et donc il a fréquenté tous ces artistes, notamment Mualla. Et effectivement, il y a des photos, il a beaucoup documenté ces artistes-là. Voilà, et effectivement, il a fait plusieurs livres sur Fikret Mualla. Et c'est son fils aujourd'hui, donc Kerem, qui... Il a écrit quelques bouquins en français parce qu'il était chargé, il était en mission en Afrique noire. Donc il a écrit des livres sur l'Afrique noire à Paris. Voilà, juste c'était une parenthèse. Vous avez très bien fait de rappeler son nom parce que on oublie que... non mais c'est un bon chroniqueur en fait de la vie. Il y a un livre qui s'appelle Parisli Yollar, donc très très précis avant qu'il rentre en Turquie. Et lui, il fréquentait des gens des deux bords.
il y a beaucoup de Français dans ces connaissances, à cause de l'UNESCO, donc Roger Caillois, bien sûr, et d'autres. Et ça, c'est un cas assez exceptionnel. Voilà. C'est un Turc, disons, internationaliste par force, de par son métier, et qui a bien rendu service. Je crois qu'il n'est pas... finalement, il aurait pu être plus vaniteux et s'occuper que de ses affaires, parce qu'il a fini par écrire des romans, des grands romans historiques. Mais il a bien rendu compte, et je pense qu'il s'est occupé de pas mal de choses. Enfin, toi, tu dois savoir, Gaillet, il s'est occupé de pas mal de choses de la communauté. Il le raconte, il donne des détails intéressants sur les galères, justement. Il y a tout un chapitre sur la difficulté de se loger, de manger, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à nos participants.